Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au théâtre Interface pour cette soirée spéciale autour du livre de Slobodan Despot, Le Miel. Alors, force est d'admettre que vous êtes quand même un drôle de client, Despot. Oui, parce qu'au début de l'année, les sites littéraires bruissaient depuis quelques semaines. Despot nous prépare un truc. Je suis chuchoté de couleur. Dans la foulée, j'ai reçu votre livre, ma boîte à lettres. Curieux, je l'ai lu. Et très vite, j'ai décidé de monter à Sion pour une interview qui m'a été commandée par le quotidien de la Côte. Une interview de Despot, tout de même, me disais-je, assis confortablement au volant de ma voiture. Despot, invité à de multiples reprises chez le Dieu catholique que je vénère, j'ai nommé Frédéric Tadei et son émission Ce soir ou jamais, diffusée sur France Télévisions, Despot, l'antipolitiquement correct, ou encore Despot, nommé en 2013 responsable de la communication externe d'un certain Esther Freisinger. À votre égard, je ne peux m'empêcher de me souvenir du bon mot de Bertille Galland qui m'avait glissé « Ah, Despot !» Très bien. Mais un conseil, évitez la politique. Le problème, c'est qu'on va faire que ça. Parler de politique. Et pourquoi ça, me direz-vous? C'est très simple. Parce que nous avons évoqué votre livre, Le Miel, paru au début de cette année dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard. Un livre majeur qui revient avec beaucoup de talent et de finesse sur le drame de l'alcool. Mais avant de nous lancer dans notre lecture débat, une petite présentation de vos deux serviteurs s'impose. Alors, Slobodan Despot, vous êtes né le 24 juillet 1967 d'une union mixte serbo-croate. À l'âge de 6 ans, vos parents décident de venir s'installer en Suisse. Et dès votre jeune enfance, votre famille va s'apercevoir que vous manifestez un talent aigu pour les langues ainsi qu'une fascination pour l'histoire ancienne. Des talents conjugués qui vous mèneront à vous former au collège de l'abbaye de Saint-Maurice et en études de lettres à l'université de Lausanne. C'est en tant que traducteur, vous allez faire vos premières armes dans l'édition, puisque vous allez rapidement croiser le chemin d'un certain Vladimir Dimitrievitch, le fondateur des éditions L'Âge d'Homme à Genève. Il vous proposera de traduire Le Temps du Mal, une vaste trilogie romanesque de l'écrivain serbe, je passerai l'expression, la prononciation, Dobriša Kozic. Voilà. Vous entamerez alors une longue série de collaborations avec les éditions L'Âge de l'Homme, puisque vous travaillerez plus de 15 ans avec Vladimir Dimitrievitch, une personnalité avec laquelle vous allez créer l'Institut serbe de Lausanne, dont vous allez diriger la revue Raison gardée. Raison gardée, c'est une publication qui constituera pendant plusieurs années l'une des seules sources d'informations dissonantes sur le drame des Balkans. C'est en 2006 que vous décidez de quitter L'Âge d'Homme pour créer avec Claude Laporte les éditions Xenia, basées à Sion. Rapidement, Xenia se fera remarquer pour ses prises de position à l'encontre de la pensée dominante. J'en veux pour preuve le récent ouvrage que vous avez fait paraître, signé David de Stefano et Sandra Mirabo, Interdit de rire. Les auteurs, avocats de l'humoriste français Dieudonné, reviennent sur les coulisses d'une histoire qui s'est transformée en une authentique affaire d'État. Avec votre premier roman, Le Miel, vous revenez sur le drame abyssal des Balkans, l'histoire symbolique de Vesko, surnommé le Teigneux, chargé par sa famille d'aller récupérer son père, que l'on surnomme le Vieux, au cours d'un voyage aux accents de road movie, chargé d'angoisse et de crainte, allant de Serbie en Croatie. C'est une action qui se déroule peu après la guerre, qui a ravagé cet endroit d'Europe, il y a de ça quelques années. À la lecture du Miel, on pense immédiatement à ce mirage qui a été la publication en 2013 du livre de Judith Chalansky, L'inconstance de l'espèce. C'est un ouvrage époustouflant sur la perte de l'idéal politique qui a été l'ex-Allemagne de l'Est et puis son cortège de fantômes disparus. Évidemment, le décor dans votre livre est autre. Certes, il y a l'horrible guerre des Balkans, mais au-delà, on a cette espèce de nostalgie du vivre ensemble, désormais englouti dans la marche inéluctable de l'histoire. D'aucuns, par blog interposé, tentent de déceler dans votre livre des messages politiques cachés, une posture dont vous défendez avec vigueur, dans Le Miel et le réalisme, mais il y a surtout une immense tristesse devant l'incommensurable gâchis qui a été la guerre des Balkans. Quant à moi, eh bien, le destin a voulu que nous naissions à 2 jours d'intervalle sous la Despot, puisque je suis arrivé au monde le 22 juillet 1967 à Lausanne. Après un parcours professionnel atypique, j'ai débuté une collaboration qui dure maintenant depuis plusieurs années avec plusieurs médias de Suisse romande, en tant que chroniqueur et puis également critique littéraire.
J'exerce également comme modérateur dans le cadre de débats, notamment au livre sur les quais à Morges. Ce sont des activités qui m'ont mené à la création en 2009 de la Page Cornet, qui est une association littéraire qui est sise à Nyon, où on reçoit plusieurs fois par an des rencontres, on organise des débats et des rencontres avec des personnalités ou des auteurs qui font l'actualité littéraire. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment par hasard si je me retrouve devant vous ce soir. C'est le résultat d'une authentique passion pour la littérature, mais surtout le fruit d'une rencontre avec Slobodan Despot et puis son ouvrage Le Miel. Alors sans plus attendre, Slobodan Despot, on vous écoute pour une première lecture de votre ouvrage. Merci. Cet ouvrage est dédié à Susanna, née dans ce pays qu'elle n'a jamais vu. Il est des pays où les autobus ont la vie plus longue que les frontières. La succession de crises qui avait frappé la Yougoslavie avait ôté à cet humble serviteur de la ligne 67 tout espoir de relève. L'éléphant métallique, attendri par la sueur des corps, humanisé par l'usure, finit par exhaler son âme dans un crissement sinistre, à mi-course de la rocade autoroutière, reliant les cités nouvelles de la plaine à la ville historique étirée sur son rocher. Les passagers, 2 fois plus nombreux que le véhicule n'en pouvait accueillir, en prirent acte sans énervement. Les visages, jusqu'alors absents et figés comme dans un ascenseur, se détendit, et la grappe de pendulaire se transforma soudain en une graillante réunion de famille. On pesta un peu contre les transports urbains, les Nations Unies, le gouvernement ou le destin, puis l'on descendit s'adosser aux glissières de l'autoroute et fumait en attendant la dépanneuse. Une femme se détacha du groupe et s'éloigna d'un pas vif en direction de la prochaine bretelle. Pour la plupart de ses concitoyens, 1 kilomètre de marche à pied relevait de la performance sportive et nécessitait sans doute une tenue appropriée. Cette personne déterminée n'aimait pas le fatalisme désinvolte tenant lieu de sens commun sous ces latitudes. Telle est la deuxième des 3 circonstances qui auront concouru à susciter cette histoire. La première étant, bien entendu, la panne providentielle, quoique non improbable, de son autobus. Sans son caractère indépendant, cette femme n'eut jamais entrepris le trajet qui l'amena quelques minutes plus tard à croiser le chemin de Veselin K, appelé Vesko Prznica, autrement dit, Vesko le ténu. Voici comment cela se fit. Approchant de la sortie d'autoroute, la femme vit qu'une automobile s'était arrêtée sur la bande de détresse. Le véhicule de fabrication allemande était presque aussi vétuste que son autobus, et peut-être immobilisé par des causes semblables. Il semblait chargé à craquer. Alors que la marcheuse ne se trouvait plus qu'à quelques dizaines de pas, le conducteur jaillit de l'auto. Il se mit aussitôt à tourner autour comme un possédé, en martelant le capot avec ses grandes mains et en lançant des jurons ignobles à son passager. Malgré le bruit de la circulation, la femme en saisit assez pour sentir aussitôt son cœur s'emballer et ses genoux se dérober. « C'est assez !» criait l'homme. « Assez, tu m'entends, vieux poison, tu m'auras usé jusqu'à la corde, vieille carne. C'est toi qui viendras me tenir le cierge si je te tords pas le cou avant, avec ces mains-ci. Tu m'entends, mes propres mains à moi !» Et il ponctuait son incantation de coups de pied dans la portière avant droite, du reste déjà cabossé. Puis il ouvrit son coffre, encombré de bidons métalliques, et en retira une manivelle de cric. La femme s'était arrêtée, pétrifiée de peur. Elle aurait voulu fuir. Des milliers d'humains les frôlaient dans leurs autos, mais personne ne s'arrêterait. Nul ne remarquerait rien. Ils en avaient tant vu. Pourquoi était-elle le seul témoin? Pourquoi moi? Merci. Alors on l'a compris, un des principaux personnages de votre ouvrage, c'est Vera, l'herboriste. On a un peu le sentiment qu'elle est à l'image des Balkans,
farouche et rebelle. C'est l'idée que vous aviez d'elle en créant son personnage? Je n'avais pas d'idée d'elle. Elle est apparue d'abord comme le double d'un personnage qui, effectivement, dans la vraie vie, m'avait raconté une histoire analogue à celle de ce roman. Et puis ensuite, cette irruption dans ma vie, en même temps que dans mon imagination, a été tellement naturelle que je ne me suis pas posé la question de savoir comment serait façonné le personnage de ma narratrice. Elle s'est imposée toute seule. Son nom dans le roman s'est imposé tout seul, alors que ce n'est qu'après l'apparition du livre que quelqu'un m'a fait observer que Vera, dans les langues slaves, ça signifie la foi. Elle s'appelait Vera. Et puis, c'était Vera, c'était la foi. Donc, j'ai beaucoup de peine à dire, c'est un travail, n'est-ce pas, de critique, mais ce n'est pas un travail de romancier que de dire pourquoi un tel personnage est apparu sous cet aspect avec ce portrait-là. Alors, à la lecture de votre ouvrage, il y a plusieurs images qui me viennent à l'esprit. Comme, par exemple, la Maison dorée de Samarcande, de la bande dessinée de Corto Maltese, le héros qui était créé par Hugo Pratt, bien encore, et les aventures de Tintin avec le fameux sceptre de Pétard. Ça va de soi. Ouais. C'est des ouvrages qui vous ont inspiré dans la composition de votre livre? Non. Non, pas du tout. S'il y a une inspiration dans la composition de mon livre, en tout cas, elle ne vient pas de la littérature ni du cinéma de cette région, des Balkans, de l'ex-Yougoslavie. Je dirais peut-être plus tard pourquoi. Parce que j'ai voulu faire quelque chose qui est tout à fait le contraire de l'esprit de cette littérature de ces dernières années, qui est dans l'hyperbole, qui est dans l'exagération, qui est dans le bruit et la fureur. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui est plutôt dans la litote. Non, si quelque chose m'a inspiré dans la composition de ce livre, c'est un film. C'est un film peu connu, mais d'un cinéaste très connu. Le cinéaste, c'est David Lynch. Et ça n'a pas grand rapport avec les Balkans de David Lynch. Et le film en question s'intitule A Straight Story, traduit en français par l'histoire de Straight. On ne peut pas traduire le jeu de mots qui en anglais veut dire une histoire toute droite, ou toute simple, ou toute honnête. Parce que ce monsieur s'appelle Straight, comme ma narratrice s'appelle Vera. Et c'est l'histoire d'un vieil homme qui est brouillé avec son frère, et qui, apprenant que son frère va mourir bientôt d'une grave maladie, il se dit, il faut quand même, pour qu'on ait la paix, que j'aille me réconcilier avec lui. Et alors, comme son frère vit dans un autre état un autre état que le sien, mais toujours dans le Middle West, ce qu'on appelle les flyover states, c'est-à-dire ces états qu'on survole, on ne sait même pas ce qu'il y a dessous, il y a des champs de blé, et qu'il n'a pas d'argent, eh bien il part retrouver son frère avec sa tondeuse. Il n'y a pas d'autre véhicule, il y a une tondeuse qui roule à 20 km/h. Et son chemin va être émaillé de rencontres et d'anecdotes, un peu sur un mode évidemment moins dramatique que le chemin de mes protagonistes. Voilà. Alors on s'entend que vous avez posé une question qui vous avait fait beaucoup rire, je vous la repose. Moi j'ai reçu votre ouvrage, alors vous me pardonnerez la comparaison, mais comme un plan Ikea. Alors ça explique de manière très didactique et précise l'histoire tragique des Balkans. Vous partageriez cette idée? Je la partage, mais après avoir recueilli beaucoup d'échos de lecteurs. Il est vrai que ce que vous me dites est peut-être le dernier vestige d'une intention que j'avais, mais qui ne s'est pas traduite par une concrétisation. J'ai toujours voulu essayer de raconter ces événements à mes interlocuteurs, mes amis, mes lecteurs, ici en Suisse, en France, en Europe de l'Ouest, de la manière la plus simple, la plus intelligible et la plus objective possible. Et je me suis toujours trouvé confronté à cette objection évidente, et aussi stupide qu'elle est évidente, que « Ah, mais toi, t'es serbe. Donc, si tu nous dis ça, c'est que forcément, c'est comme ça. » Comme si, et ça, c'est une chose qui, je fais un tout petit aparté, c'est une chose à laquelle j'ai été confronté depuis l'éclatement du conflit à la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque les gens ne veulent pas entendre la matière de ce que vous avez à dire, lorsque vous leur montrez la lune du doigt, ils regardent droit, n'est-ce pas ?
Et ils disent « Ah, mais si vous dites ça, c'est parce que vous êtes serbe. » Alors d'abord, c'est très difficile de réfuter ça. J'aurais pu dire « Écoutez, non, je ne suis pas tout à fait serbe. Mes parents, ils sont l'un serbe et l'autre croate. Et je suis né en Yougoslavie. J'avais, avant d'être suisse, un passeport yougoslave. C'est un pays qui n'était ni Serbie ni Croatie, mais tout ensemble. C'est une troisième entité. Mais c'est très très compliqué d'expliquer ça. Et pour, en quelque sorte, surmonter cette objection, il aurait fallu user de subterfuges. Et je peux vous citer un grand nombre d'auteurs, d'articles dans la presse, ou de livres carrément, qui sont parus en Europe de l'Ouest, qui ont écrit sous pseudonyme. Je trouve ça beaucoup moins honnête que de dire oui, voilà, je suis serbe, mais si je dis, en étant serbe, qu'aujourd'hui il a fait beau dehors, est-ce que vous allez me contredire? Eh bien si, on m'a contredit. Et on m'a contredit sur ce point-là, le ciel est bleu, ah non, mais c'est parce que vous êtes serbe que vous le dites, pendant 20 ans. Alors je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne manière. Et à un moment donné, l'espoir d'une explication didactique qui a été véhiculée par cette petite revue que vous avez citée, Raison gardée, et dont je n'ai pas à rougir aujourd'hui, 20 ans plus tard, parce que tout ce que j'y ai dit a été avéré, rien n'est faux. Cet espoir-là, je ne pouvais pas, vu mes origines, vu mon profil, le cultiver de manière très fructueuse. Et je me suis retourné vers ce qui était moins évident à l'époque, c'était la puissance de la littérature. La littérature véhicule, vous le savez très bien, Daniel, des vérités qui sont irréfutables. Le grand critique littéraire, philosophe français, René Girard, a écrit un livre absolument fondamental là-dessus, qui s'appelle Mensonges romantiques et vérités romanesques, où il montre, par l'exemple des grands romans, bon, toute la littérature n'est peut-être pas placée sur un même plan, mais au travers de Proust, au travers de Dostoïevski, de Balzac, il montre qu'il y a une vérité humaine que véhicule cette subjectivité assumée du romancier, qui est infalsifiable. Si c'est un grand livre, on ne se demande pas si celui qui l'a écrit est un russe, un espagnol, un homme, une femme, un éclopé, etc. Si on commence à dire ce livre est remarquable parce que celui qui l'a écrit a dû l'écrire avec les deux pieds parce qu'il est amputé des deux mains, c'est pas un bon livre. On s'en fout qu'ils soient amputés des deux mains. La seule chose qui reste, c'est la matière. Donc, mon effort a été et ça a pris plusieurs années, de expurger de mon esprit et de mon âme toute volonté didactique, toute envie de démontrer quelque chose, jusqu'au moment où j'ai pu écrire un simple récit. Et je pense que si ce récit a touché les gens, c'est précisément parce que toute volonté didactique en a été expurgée, et que, paradoxalement, il revient ensuite à cette fonction qui est le plan IKEA, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre d'événements, un certain nombre de situations qui sont effleurées, qui ne sont pas décrites, parce que le livre est court, mais qui sont effleurées dans ce livre, deviennent peut-être un peu plus claires. Enfin, c'est une image qui me partit. Non, elle est très bonne. Dans ce premier passage, vous évoquez un sentiment étrange, c'est celui de la pitié, désagréable. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une sensation qui a envahi l'Europe à la suite du drame des Balkans? Oui, c'est que j'ai oublié de lire la fin du chapitre que j'aurais dû lire, mais j'avais envie de répondre à vos questions. C'est qu'effectivement, on verra, je vous lis ce petit passage. Au moment où elle résout, où notre narratrice finit par résoudre le conflit entre le fils qui est en train de vouloir assassiner son père et le père, elle jette un coup d'œil dans cette voiture où attend le vieil homme, et le chapitre se termine ainsi. Elle lui donne 300 marks, ce qu'il réclamait au vieux parce que la voiture était tombée en panne. Il dit non, tu importes poids, je te tue si tu ne me donnes pas 300 marks. Et il se trouve qu'elle a les 300 marks, et elle lui tend cet argent. Et pourquoi
fit enfin l'homme d'un ton rogue, mais déjà cassé. Pour sa vie. Comme son torrent de colère s'étalait déjà en un marais de gêne et de mauvaise humeur, le forcené leva la tête au ciel en soufflant et en roulant des yeux. La mimique signifiait « Vous croyez tout de même pas que j'allais... » « Pour que tu le laisses en paix, » rectifia la femme, troublée, « et que tu cesses d'insulter ce vieillard. » L'homme émit des protestations hypocrites. Elle leva sur lui de deux yeux lents, d'un gris limpide, longs et étroits, entre des paupières tombantes trahissant une incurable fatigue. Il cessa de grogner et empocha l'argent. Bon, eh bien, indécis, il referma la portière et se dirigea vers le coffre pour y chercher son triangle de panne. Elle hasarda un coup d'œil à l'intérieur et vit ce qu'elle s'attendait à y voir, sous une casquette de prolétaire, une nuque raide, un profil aigu, où le nez, le menton et la glotte dessinaient des promontoires nets. Sans un mouvement de tête, le vieillard lui adressa un regard en coin, identique à celui d'un cheval à la patte fracturée. Une pitié désagréable la submergea. Il a honte, se dit-elle. Elle eut honte de sa honte et s'éloigna d'un pas rapide. Voilà. Je vais répondre à votre question. La pitié désagréable. Je pense que c'est un sentiment très commun de ne pas être à l'aise lorsqu'on éprouve de la pitié pour quelqu'un. La pitié vous place dans une situation de supériorité et j'allais dire de jugement vis-à-vis d'autrui, qui chez certaines personnes, situation qui chez certaines personnes peut être insupportable au point que les gens qui sont les plus prompts à s'apitoyer sont souvent ceux qui adoptent les attitudes les plus dures vis-à-vis d'autrui et qui vivent dans un malentendu permanent avec l'entourage. C'est ce que je pense. Il y a un autre mot-clé que vous utilisez dans ce premier passage, c'est celui de honte, qu'on vient de citer. Comme si, avec le recul, les Balkans prenaient enfin conscience de la tragédie, puis de ses incidences. C'est un avis que vous partagez? Pas tout à fait. La tragédie, on en a conscience. La conscience de cette tragédie n'est pas, malheureusement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle se perpétue, cette conscience n'est pas partagée de la même manière et à la même époque par tout le monde. Je ne sais pas si on peut imaginer cela, mais mes personnages, en tout cas, c'est ce qu'ils vivent, et c'est ce que j'ai aussi vécu, et c'est ce que mes ancêtres ont vécu. Mes deux familles, là je suis obligé de donner une illustration qui provient de ma biographie. Dans mes deux familles, on a subi de très graves sévices durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ma famille paternelle, mon grand-père, qui était catholique, avait épousé une femme orthodoxe. Le mari de cette femme, de ma grand-mère, était officier de l'armée royale, de la première Yougoslavie, du royaume de Yougoslavie. Il a été égorgé devant ses yeux par les Oustachis. À cause de cela, la famille a dû fuir la région natale, qui est justement dans cette région, dans ce coin dont nous parlons ici, et se cacher dans des endroits où on ne la connaissait pas. Pourquoi? Parce que mon grand-père, croate, catholique, était en péril du simple fait qu'il avait une femme orthodoxe. Et ses enfants, et tout le monde. Eh bien, dans cette famille qui était celle de mon grand-père, on a toujours parlé de ces événements avec une honte pour la mauvaise conduite de ceux qui les avaient commis. Jamais, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère, qui a été privé d'une ribambelle de cousins, de tantes, d'oncles, par le fait que ces gens ont été égorgés, en général sur le pas de leur porte, ou brûlés vifs. Jamais je n'ai entendu une revendication victimaire. Jamais, jamais, jamais. La seule chose, c'était la honte pour ceux qui avaient fait cela. On vous écoute lire un deuxième passage de votre livre. C'est évidemment quand on a préparé les choses qu'on perd les post-it. Oui, c'est bon, je trouve.
À la suite de l'appel inespéré du vieux, la famille s'est réunie en conclave le soir même. Les deux frères se faisaient face, les brues regardaient chacune du côté de son homme. Ce fut l'aîné qui parla le premier, la tête sur les mains, le visage fermé, et jetant à l'autre un regard par en dessous. « Tu es bien conscient que je ne peux pas retourner là-bas. » Il était officier. « Personne ne te l'a demandé, » répondit Vesco. « C'est moi qui lui ai parlé, moi qui ai promis. C'est à moi d'y aller. » Ce ton de résolution calme, de la part de cet être fuyant et colérique, surprit toute la tablette. La tête de l'officier s'affaissa encore un peu. Vesco lui-même ne paraissait plus d'aplomb, après avoir prononcé des engagements aussi lourds. On lui fit des objections. Une des femmes observa que c'était le travail des organisations humanitaires que de recueillir les réfugiés. Réfugié, lui? Il faudrait d'abord qu'il bouge de chez lui pour qu'on l'appelle réfugié. Vesco et Sonia allèrent tout de même examiner les possibilités auprès des instances compétentes. Ils ne songèrent même pas à annoncer le cas au gouvernement serbe. Seules les organisations internationales avaient désormais accès à la Krajina, et encore. On n'y circulait pas comme on voulait. Les patrouilles n'hésitaient pas à ouvrir le feu, même sur les véhicules blancs à immatriculation onusienne. Il fallait des sauf-conduits officiels à chaque pas. Les routes étaient minées. De toute façon, aucun de ces fonctionnaires de l'entraide ne voyait la nécessité de la démarche. Il y a encore des milliers de civils en Krajina, leur répondait-on, et pas seulement des Croates. Mais si votre père a envie de quitter la zone, il n'a qu'à s'annoncer. Il ne le fera pas. Sa région est totalement dévastée. Il ne peut pas circuler. Et l'on rajoutait un léger mensonge. Et puis, il est trop impotent pour le faire tout seul. Les représentants locaux des ONG se montraient particulièrement procéduriers et froids. Ils semblaient faire de l'inhumanité un attribut de fonction. Les étrangers, eux, ne comprenaient pas bien la situation, répétant les propos frivoles et lénifiants qu'on entendait sur les télévisions à l'ouest. Certains leur demandèrent pourquoi ils n'y allaient pas avec leur propre voiture, faisant semblant d'ignorer que la frontière de la Croatie était fermée depuis 4 ans et qu'un véhicule immatriculé en Serbie n'y serait rien d'autre qu'une cible, une vente. Les enfants de Nicolas K. n'en revenaient pas. À quoi servaient-ils tous ces organismes au nom mystérieux, dont les drapeaux flottaient dans les rues de Belgrade et dont les gros 4x4 passaient en trombe sans se soucier des feux? Au siège d'une organisation suisse qui coordonnait l'aide humanitaire en ex-Yougoslavie, ils finirent par tomber sur un fonctionnaire nommé Pius Skakola, gras et dépenaillé, qui ressemblait plutôt à un trafiquant de cigarettes, mais qui parlait assez bien leur langue et semblait au fait des usages locaux. On voyait au premier abord que les voix officielles n'avaient pas sa faveur. En somme, il s'agit de traverser toute la zone nettoyée dans le but d'aller chercher un grand-père un peu gâteux dans sa cabane au fond des bois et de le ramener à Belgrade. Pardonnez-moi si je simplifie. Les époux lui firent signe que cela ne faisait rien, pourvu qu'il continue. Or, personne par ici n'a ni l'envie ni la mission de le faire à votre place, et vous vous feriez canarder par les oustachis au premier kilomètre. Embêtant. Skakola s'interrompit pour réfléchir, fouilla dans son répertoire d'adresses. Cet homme froid semblait les avoir à la bonne, malgré l'air ulcéré que prennent les Suisses lorsqu'ils font une bonne action. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il fixa Vesco droit dans les yeux. « J'ai peut-être une solution pour vous, mais c'est un peu limite. » La solution passait par un certain Mikhail Lossev, interprète et conseiller dans un poste régional de l'ONU, situé en Slavonie orientale, juste de l'autre côté du Danube, donc en Croatie. Lossev, selon cet homme très renseigné,
circulait à son aise entre les deux pays grâce à un vaste réseau d'obligés. Vesco n'osa pas demander comment il avait obligé ces gens. Le Suisse dit à Vesco de le rappeler 3 jours plus tard. Le jour venu, il le convoqua pour l'après-midi à son bureau. Lorsqu'il entra, un hôte qui attendait déjà dans l'un des fauteuils se leva et pivota sur lui-même pour le saluer. C'était, de toute évidence, son contact. Un homme blond, trapu, aux yeux sardoniques, d'un bleu intense, en costume noir à rayures et chemise ouverte. Le Suisse fit les présentations, puis laissa Losef exposer son plan. Celui-ci le remercia et, prétextant qu'il ne voulait accaparer son bureau ni son temps, emmena Vesco dans un café voisin. Là, il déplia une carte routière de l'ancienne Yougoslavie et, dans un serbo-croate très sûr, malgré son accent, lui expliqua son itinéraire. On devrait passer par la Hongrie, changer de véhicule, faire halte dans 2 villes croates, qui n'étaient pas nécessairement sous le trajet. Vesco n'était pas rassuré, mais c'était le seul moyen. Lorsque le Russe lui précisa qu'il serait quitte pour les seuls frais d'essence, il ne sut s'il fallait se réjouir ou s'en méfier. Il lui fit encore la courtoisie de le ramener chez lui. « C'est sur mon chemin, dit-il, à l'étonnement de Vesco qui ne lui avait jamais donné son adresse. Losef lui jeta un regard en coin ironique et passa aussitôt au tutoiement, le priant de l'appeler Misha. Il conduisait un gros coupé Mercedes noir, tapissé de cuir gris, et le déposa infailliblement devant son bloc, un pâté d'immeubles strictement identique au précédent, comme à celui qui suivait. Durant le trajet depuis le centre-ville, il l'interrogea sur son père et sur le sort de ses proches en Krajina, répandit son mépris sur les nazillons croates et fustigea le gouvernement d'Eltsine pour avoir trahi les frères serbes, même si, à son avis, ce n'était qu'une stratégie d'attente pour mieux rebondir. Vesco fut soulagé d'arriver chez lui. Il avait ressenti dans cette voiture un malaise croissant. L'odeur de cuir, mêlée à celle de l'électronique. Il y avait entre les sièges un gros téléphone satellite avec son chargeur. Les effluves d'une eau de Cologne coûteuse. Les vignettes, badges et laissez-passer officiels, dont le cockpit était garni. Les gros compteurs du tableau de bord lui donnaient l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Un monde de pouvoir, de technique et d'illusion, à la fois immatériel et régnant en maître sur la réalité où lui vivait. Il comprit seulement alors que le sauvetage de son père était une affaire dangereuse et peut-être mortelle, qu'il en avait la charge et qu'il n'y couperait pas. Madame Despot, pourquoi par l'air plus serré que prennent les Suisses lorsqu'ils font une bonne action? Je m'attendais à celle-là. Eh bien, il suffit de les regarder. Les Suisses sont bourrus très souvent, et enfin les vrais, ceux que j'aime, ceux qui ne font pas étalage de leurs bons sentiments, mais qui en ont vraiment. Il est dit dans l'Évangile que ta droite ne sache pas ce que fait ta gauche. Et les Suisses que j'ai connus, ils étaient comme ça. La droite ne savait pas ce que faisait la gauche. Lorsque la gauche claironne tout le temps ce que fait la droite et que la droite répète ce que dit la gauche, ça veut dire qu'on est tombé dans la religion de l'humanitarisme qui fait passer la sécheresse de cœur pour un grand sentiment. Donc je préfère que lorsqu'on fait du bien, on ne le dise pas et qu'on fasse comme ça, comme le font les Suisses quand ils font du bien. Au-delà, ce passage est très important parce que vous venez de le dire, parce que les personnages prennent véritablement conscience que les choses ne seront plus jamais comme avant. Que le film est définitivement rompu. C'est un passage que vous avez envisagé comme tel? J'ai rien envisagé. Non, c'est pas une pirouette, mais j'ai rien envisagé. Il est venu tout seul. Il est venu tout seul. Ce fonctionnaire suisse, il a un modèle. J'ai rencontré dans cette région quelqu'un qui ressemblait un peu à ce personnage. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui ressemblait très près à notre ami Misha Losef.
circuler comme il voulait, là où personne ne pouvait circuler. On avait l'impression qu'il avait le plan des champs de mines pour pouvoir sauter par-dessus sans exploser. Donc il y avait toutes sortes de personnages comme ça, extrêmement curieux, extrêmement cocasses, extrêmement singuliers dans ce conflit, dont vous ne pouviez dire d'où ils venaient et où ils allaient ensuite. Ils sont en soi romanesques, donc ils se sont imposés à nous. Il y a une image très forte qui est développée, c'est celle de la carte de la Yougoslavie, qu'on imagine sur une table de cuisine. C'est comme une sorte de rêve d'icône, du rêve yougoslave qui a disparu. Finalement, cette idée de la Yougoslavie telle qu'imaginée au sortir de la Première Guerre mondiale, est-ce que ça n'a pas été une vaste utopie? Écoutez, nous sommes en plein milieu d'une utopie environ 20 fois plus vaste, puisqu'il s'agit de la construction de l'Union européenne, qui aurait pu se faire de manière peut-être plus harmonieuse si on avait tiré les leçons de l'utopie yougoslave qui était le prototype. Effectivement, c'était une utopie. Effectivement, la Yougoslavie a été créée en 1919 par le traité de Versailles sur le décombre de l'Empire austro-hongrois vaincu dans la Première Guerre mondiale et de l'Empire ottoman vaincu dans les guerres balkaniques qui l'avaient précédé. Cette utopie, dès le début, était condamnée par le simple fait qu'on avait essayé que le roi Alexandre de Serbie puis de Yougoslavie, l'allié des Français, qui partageait les idées, qui était un roi mais qui avait des idées extrêmement modernes, un roi des Lumières si l'on veut, avait l'idée qu'au XXe siècle, on allait surmonter les vieilles identités qui avaient créé les conflits, croyait-on à l'époque. Et qu'il suffirait de brouiller un peu les cartes, de rééduquer les gens, de changer les frontières, de brouiller les frontières aussi, pour que l'humanité, les gens, finissent par recréer des liens basés sur leur proximité immédiate, humaine, géographique, économique, linguistique, puisque sur l'immense majorité de ces terres, qui était une grande ère, un grand pays, la Yougoslavie, on parlait la même langue. Maintenant, au prix d'une seule langue que vous avez apprise, vous en parlez 4 aujourd'hui. C'est pas mal. Donc, c'était une utopie, c'était peut-être, comment dirais-je, un rêve d'intellectuels, c'était un rêve des élites, et pas un rêve des peuples, mais qui était condamné par le simple fait qu'on a essayé, sur une base d'équité au départ, de faire cohabiter dans un même pays, sous un même souverain, et avec un même parlement, des gens qui s'étaient opposés, les armes à la main, dans la guerre qui venait de s'achever, et une guerre d'où les uns étaient sortis perdants, et les autres vainqueurs. C'est extrêmement difficile, immédiatement après la guerre, de construire quelque chose sur ces bases-là. La Yougoslavie n'a jamais été un pays heureux. Le roi Alexandre, très rapidement, a dû instaurer une dictature personnelle, provisoire. Il a été ensuite assassiné en 1934 par des Oustachis et des Macédoniens. Personne n'était content. Et la deuxième Yougoslavie n'a pu tenir, donc celle des communistes, de Tito, n'a pu tenir que parce que c'était une dictature. Cependant, néanmoins, 3 générations d'Européens sont nés dans ce pays avec un passeport yougoslave. J'insiste beaucoup sur ce fait. Je suis né dans un pays qui n'existe plus. Imaginez que vous dans 10 ans, vous deviez dire à quelqu'un, vous expliquer à quelqu'un que votre passeport à croix blanche, d'abord il a été percé parce qu'il n'est plus valide, mais qu'il ne recouvre plus rien. Ce territoire a été partagé entre la France, l'Allemagne, l'Italie. On n'en parle plus. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Bon, la Suisse est très ancienne. Mais 3 générations ont été éduquées dans ce pays. Et maintenant, en 1991, on leur a dit, maintenant vous choisissez. Quand vous êtes de père slovène, de mère serbe, avec des cousins qui sont musulmans, qui sont macédoniens, qui sont tous, vous choisissez comment? C'est assez amusant parce que dans votre développement, vous me faites penser à l'actuel, à propos de l'Union européenne. Oui. Où personne ne comprend ce qui se passe. Mais personne ne comprend. Excusez-moi, Et il y avait une autre chose aussi qui était importante, c'est que
Vous m'avez dit quelque chose qui était capital à mon avis quand on a préparé cette soirée, c'est que la Yougoslavie a manqué de temps. Oui. C'est une notion qui est centrale, il me semble. La Yougoslavie a manqué de temps parce qu'elle a fait 1934 assassinat du roi, 39 déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, et pendant 2 ans, ce pays, qui est sous régence, qui est déchiré par des conflits internes, réussit à se tenir à l'écart de la guerre jusqu'en 1941. Et en 1941, son gouvernement, serré à la gorge par les Allemands, qui à ce moment-là occupent tout le territoire de l'Europe continentale, donc il n'y a que la Suisse et les 2-3 pays neutres qui résistent, la Russie qu'on va attaquer, et puis la Grande-Bretagne. Eh bien, l'Allemagne serre à la gorge ce gouvernement pour qu'il autorise le transit de troupes vers la Grèce. Ce gouvernement, le 27 mars 1941, signe l'adhésion au pacte tripartite, et immédiatement, il est renversé par des officiers, par un putsch d'officiers, majoritairement serbes, qui ne veulent pas entendre parler d'une quelconque alliance avec les nazis. J'aurais bien aimé voir ça en France ou ailleurs. J'aurais bien aimé voir. Ces gens ont renversé le gouvernement sans avoir aucun appui à l'extérieur. Le 6 avril, donc une semaine plus tard, 9 jours plus tard, les Allemands bombardaient Belgrade, tuaient 11 000 personnes pour bien expliquer ce qu'étaient leurs règles. Et ensuite, ils envahissaient le pays. Le grand paradoxe de l'histoire, la grande caricature grimaçante et funeste, c'est qu'on a réussi, 50 ans plus tard, à renverser les rôles. Ceux qui avaient, dans ces conditions-là, dit non à Hitler, c'était devenu des nazis. Vous imaginez le lavage de cerveau qu'il a fallu pratiquer. Donc, je reviens sur un point qui est crucial. La Yougoslavie, donc, n'a pas eu le temps de se développer. Et au moment où elle est entrée dans cette crise de son éclatement sur les bases ethniques, dans les années 80, un petit peu avant encore, à cause de la question qui a mis le feu aux poudres dans ce pays, qui était la question albanaise du Kosovo, c'est par là qu'a commencé la séparation ethnique du pays. L'Union européenne avait le choix. Elle aurait pu faire une chose qui était très simple à faire, qui aurait sauvé ce pays et qui aurait sauvé en même temps l'Union européenne. C'était d'intégrer la Yougoslavie dans ses frontières, au lieu de financer des armées qui allaient taper sur leurs voisins, au lieu de légitimer des sécessions, et ensuite de faire entrer ces pays un par un comme ça, selon les besoins, la stratégie, etc. Maintenant, vous avez la Slovénie et la Croatie. La Slovénie d'abord, qui est entrée dans l'Union européenne, était très sage, elle est dedans. Ensuite, les Croates, oui, c'est quand même des types remuants, puis ils ont la gâchette facile, bon, on les a fait poireauter, mais on les a fait adhérer. Les autres, on ne sait pas. On n'imagine pas les frustrations que ça crée. Je veux dire, personne, y compris les Croates et les Slovènes, ne croit au modèle européen après un traitement pareil. Ils n'ont rien vu. S'ils avaient intégré la Yougoslavie en disant on intègre ce pays, les frontières internes n'existent plus, le pays, le problème grave, ethnique, religieux, économique de la Yougoslavie devient notre problème à tous et nous allons résoudre tous ensemble, la Suisse serait aujourd'hui dans l'Union européenne. Et dans 10 ans, l'Union européenne, ce sera la Yougoslavie. Puis en même temps, on se dit qu'il y a encore du boulot. Quand on voit ce qui s'est passé mardi. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé mardi? Une belle bagarre. Ah oui, mais ça, c'est les supporters. Allons-y. Un troisième passage entre les bagarres, justement. Je dois lire, hein? Ah. En arrivant à la hauteur de la sortie Jasenovac, il éprouva un frisson. Jasenovac, c'était le célèbre camp de concentration croate où les Oustachis, durant la Seconde Guerre mondiale, avaient massacré à l'arme blanche des populations entières de Serbes de la Krajina et de Bosnie. Chaque famille dans la région de ses racines avait vu quelqu'un des siens finir à Jasenovac. Les néo-martyrs, c'était le nom que donnaient à ces malheureux les prêtres orthodoxes, évoquant une ville entière engloutie dans les fosses et le limon de la save. Un afflux de chrétiens suppliciés comme le ciel n'en avait, soulignait-il, jamais vu depuis 2000 ans.
D'après l'Église, le Jasenovac souterrain aurait été peut-être la deuxième ville serbe par son nombre d'habitants. Ces visions pathétiques et macabres lui faisaient horreur. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de les imaginer, ces milliers d'égorgés et d'assommés, entassés depuis un demi-siècle dans le sol, sous les fermes, sous la route, sous ses roues. Il se mit à trembler. Il était de leur sang, de leur tribu. Raison suffisante pour finir comme eux, sous ce régime grotesque qui s'obstinait à rejouer son passé dans une mascarade sanglante sur laquelle le monde entier fermait les yeux. Un sourire déplacé finit par se détacher du marais de sa peur. Des frênes. Bien sûr. Si Jasenovac, la freinée, s'appelait ainsi, c'est que ces troncs droits et solides, au feuillage vibrant, sur le bord de l'autoroute, c'était des frênes. C'était la première essence d'arbre qu'il pouvait désormais reconnaître. La station qu'il écoutait semblait n'exister qu'afin de narguer l'ennemi. Station de radio. On y passa une chanson de circonstance du temps de la guerre de Krajina, 3 ou 4 ans plus tôt, quand les milices serbes y faisaient la loi. Sur un air dansant, repris d'une ronde traditionnelle, les chanteurs défiaient le monde entier. Ils avaient la morgue de Léonidas, jetant son « Venez les prendre » aux Perses, 1000 fois plus nombreux. Tout semblait facile alors, et même lui, l'embusqué, ne pouvait s'empêcher d'admirer ces jeunes gens aux tenues dépareillées, qui tenaient en échec les Robocop croates sanglés de neuf et ridiculisaient les flasques soldats de la paix au service de l'OTAN. L'espace d'un instant, sa nation avait presque été unie, et nul ne se demandait combien de temps ni comment cette posture héroïque pourrait se maintenir. Comme il s'éloignait de l'émetteur, sa radio commença à grésiller. Il se pencha sur l'appareil pour rajuster la fréquence. Lorsqu'il releva la tête, il demeura pétrifié. Un gros tout-terrain sombre occupait tout son rétroviseur. Allumant ses gyrophares, le patrouilleur de la garde nationale croate entreprit de le dépasser. Il ne sentait plus ses mains sous le volant. Un bras, passant par la fenêtre, lui intima de se ranger. Il s'arrêta et coupa le contact, comme on lui demandait de le faire lorsqu'il se faisait contrôler par la police. Le tout-terrain s'était immobilisé 20 mètres plus loin. 2 hommes en treillis et lunettes de soleil se dirigeaient vers lui, des pistolets mitrailleurs en main. Son cœur battait à l'étouffer. Il voulut sortir ses papiers de la poche de son veston, mais n'osa bouger, si le geste était mal interprété. L'un des 2 hommes frappa à sa vitre, tandis que l'autre se tenait en retrait. Il tourna la manivelle d'une main qu'il contrôlait à peine. Papier. Il esquissa un geste rassurant de sa main gauche pendant que la droite plongeait sous son revers. Il exhiba fébrilement tous ses documents. Le Croate les inspecta en silence. En voyant le laisser-passer onusien, il eut un sourire ironique. « Tu sais où tu es, là » murmura-t-il. Oui. Tu sais que les tiens se sont carapatés d'ici comme des pédales, tout autant qu'ils sont. Je le sais. Et toi, tu retournes. Comme ça. T'as oublié ton bonnet? Ou ton diplôme de bac? Non, je n'habitais pas ici. Ah oui, Belgrade. Encore mieux. Impérialiste grand serbe. Je peux vous expliquer. Pas besoin. C'est tout écrit dans ton papier, là. L'homme se retourna vers son camarade avec un sourire goguenard qui ne disait rien de bon. Il a un mandat des Nations Unies. Les 2 hommes gonflèrent les joues d'un air bouffon. Vesco ne respirait plus. Et tu sais ce qu'on a fait des Nations Unies dans le coin? Le premier soldat était soudain devenu grave, comme un greffier. Le camarade, lui, regardait ailleurs. Des larmes de terreur lui jaillirent des yeux. « Je n'ai rien contre vous !» s'écria-t-il, désespéré. « Je vais juste chercher mon père.
parce que je ne sais pas lire, selon toi? Si, non, enfin, laissez-moi le retrouver, je vous en prie. Il était effondré. C'était les dernières paroles qu'il avait réussi à prononcer. Ça, c'est pas de notre ressort. Tu vas nous suivre chez le commandant, à 30 mètres derrière. Si tu dévis, t'es mort. Compris? Il acquiesça de la tête. Le premier homme jeta un regard vers son camarade. Celui-ci s'approcha et s'assit sur le siège passager, son arme sur les genoux. Il semblait aussi peu loquace que le premier. Roule. Il mit le contact et démarra en trombe. Le tout-terrain était déjà à plus de 100 mètres. L'autoradio se remit en marche tout seul. Une nouvelle chanson gaillarde et persifleuse envahit l'habitacle. On y invitait le président croate à venir faire un brin de causette près des lignes serbes silosées. Il faillit précipiter sa voiture dans le décor en plongeant sur l'appareil pour l'éteindre. Mais le soldat rit et retint sa main. « Quoi, ça te plaît plus ?» Vesco aurait voulu disparaître sous terre. Le soldat le contemplait amusé. Lorsque le signal se perdit tout à fait, il tourna lui-même le bouton et s'arrêta sur du rock. Vesco reconnut le morceau dès sa fameuse intro de guitare. Big wheels keep on turning, carry me home to see my kin. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Un morceau qui avait bercé son adolescence et qu'il n'avait plus entendu depuis. En un instant, comme à l'heure dernière, il revécut toutes ses vacances d'été vagabondes, sous les tentes et dans les pins. On sautait avec 3 sous en poche et le sac au dos dans des trains bondés pour n'importe quelle destination côtière. On se rassemblait au coin du feu autour de mauvaises grattes. On chantait faux des chants d'ici et d'Amérique. On était en Yougoslavie, un pays sûr, décontracté, prestigieux. On était non alignés, ouverts au monde entier. On allait partout et sans visa. La jeunesse y faisait ce qu'elle voulait, cocagne. Et lui maintenant, il roulait sur cette autoroute déserte avec ce chien de garde qui allait peut-être le fusiller tout à l'heure, juste à cause de son origine. Une origine à laquelle, du temps de cette musique, il ne songeait même pas. Si on lui avait dit alors que ses camarades de camping n'étaient pas de la même ethnie que lui, quelle rigolade, même les Macédoniens et les Slovènes étaient des nôtres. Du reste, ils parlaient tous serbo-croate. Tournez, tournez, grande roue, ramenez-moi au bercail que je revoie les miens. Pour la première fois, il avait fait l'effort de comprendre les paroles en anglais. Une pensée absurde lui vint. Ainsi donc, ce voyage était tracé de longue date. Il osa un regard en coin. Le soldat battait la mesure du canon de son arme, l'air absorbé lui aussi dans ses souvenirs. Peut-être se demandaient-ils tous deux, au même instant, où était la réalité de leur existence? Dans l'insouciance d'hier ou dans la haine d'aujourd'hui? Mais savait-il seulement, ce jeune homme mûri dans la guerre, tout ce que son prisonnier de 10 ans, son aîné, avait perdu? C'est un passage que j'ai relu l'autre soir chez moi, mais qui me prend toujours autant de tripes. Parce que vous évoquez le souvenir glaçant du camp de Jasenovac, puis son cortège d'horreur commis par les Croates. À votre avis, est-ce que l'Union européenne a fait une erreur en accueillant la Croatie de manière trop précipitée dans son génie? Si l'Union européenne se considère et se comporte comme le successeur de l'Allemagne nazie, non. Si l'Union européenne se veut une entité rassemblant des peuples en paix, sans domination des uns par les autres, c'était une énorme erreur. Comme je l'ai dit, accueillir des morceaux de Yougoslavie dans l'Union européenne, c'était faire primer le principe ethnique d'une part, sur le principe des citoyens, et d'autre part, faire primer les bons élèves sur les mauvais. Les bons élèves étant tous ceux
écoutez-moi bien, et personne ne pourra dire le contraire, qui durant la Deuxième Guerre mondiale avaient été les alliés d'Hitler. Les mauvais élèves étant ceux qui durant la Deuxième Guerre mondiale étaient contre Hitler. Par le démantèlement de la Yougoslavie et l'intégration sélective de ces peuples, l'Allemagne refaisait la Deuxième Guerre mondiale à son avantage, au travers de l'Union européenne. Et vous ne l'avez pas vu. En d'autres termes, est-ce que ça n'a pas été entrepris dans le but de gommer cette fameuse histoire? Oui. Évidemment, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais on a quand même un peu le sentiment que l'Union européenne a voulu faire payer aux Balkans son attitude durant la Seconde Guerre mondiale. Eh ben oui. Enfin, au Balkan, il y avait des... attention, il y a Balkan et Balkan. Dans les Balkans, vous avez les Grecs qui se sont battus héroïquement contre les Allemands. Vous avez les Bosniaques musulmans qui ont donné 2 divisions SS pour le front de l'Est. Il y a tout dans les Balkans. Donc, il faut savoir de qui on parle. Au-delà, c'est un passage qui est extrêmement fort, qui crée beaucoup de froideur, la terreur qui s'est emparée de cette région du monde après la guerre. C'est un peu comme si la violence du choc n'avait pas encore fini d'irradier une société qui est encore traumatisée par cette événement. Vous partagez cet avis? À votre lecture, on dirait. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Et c'est une très bonne observation. C'est une région très paradoxale. Je vais vous en donner un exemple. Le 30 novembre 1992, je me trouvais à l'aéroport de Sarajevo. Pourquoi je me souviens de cette date? Parce que personne ne pouvait aller à l'aéroport de Sarajevo le 30 novembre 1992, c'était la pleine guerre. Et il se trouve que je faisais partie d'une mission organisée par Elie Wiesel, pour aller inspecter les rumeurs de camps d'extermination en Bosnie. Et je faisais partie de l'encadrement, des traducteurs d'Elie Wiesel, de membres de sa fondation, de survivants de l'Holocauste, et avec toute une ribambelle de journalistes, d'équipes de télévision, etc. On était une quarantaine de personnes. On a eu l'autorisation, mais enfin très douteuse, très risquée, de toutes les parties en cause de nous poser avec un avion sur l'aéroport de Sarajevo, et puis d'aller visiter certains lieux dans cette ville qui étaient soupçonnés, d'un côté ou de l'autre, être des camps de détention ou de torture. Alors moi, comme j'avais un nom, j'avais emporté mon passeport suisse, mais j'avais un nom venant de là-bas, on m'avait dit non, vous qui êtes serbe ou on ne sait pas quoi, vous restez à l'aéroport, pendant que les autres, Elie Wiesel et son équipe, allaient en ville de Sarajevo. Donc j'ai passé une journée surréaliste du matin au soir dans les bâtiments de l'aéroport, derrière des sacs de sable, avec les soldats de l'ONU. En l'occurrence, c'était des Français et des Britanniques. Les Britanniques buvaient beaucoup. Et comme ils buvaient beaucoup, ils étaient plutôt loquaces. Et ils nous ont raconté une chose. Juste à côté de l'aéroport, il y a un stade, un des grands stades, parce que Sarajevo a une très bonne équipe de foot. Et il disait, le dimanche, on voit arriver des minibus d'un côté et de l'autre. Les types sortent des minibus, ils rangent les Kalachnikov contre le mur des vestiaires, ils vont se changer, ils jouent leur match, ils ressortent, chacun reprend son arme, et les deux minibus s'en vont, chacun de son côté, pour continuer de se canarder. J'avais tendance à croire ce témoignage, parce que je savais que par-dessus la guerre, ou en dessous de la guerre, il reste le fait que ce sont des gens qui vivent imbriqués les uns dans les autres, et qu'il y a une espèce de cordialité, une compréhension mutuelle, une espèce d'ironie et d'humour très noir et très difficile à détecter, qui est spécifique à cette région, qui fait que tout le monde se comprend. C'est comme les anciens de Saint-Maurice. Les anciens de Saint-Maurice, ils se reconnaissent tout de suite. Il y en a de race. Il y en a certainement. Voilà. Donc, on a ces éruptions de haine, épouvantables, massacres. Bon, là, en l'occurrence,
on a l'impression que les Serbes n'ont rien fait c'est vrai que j'ai représenté le point de vue. Dans ce roman donne le point de vue d'une famille serbe. Mais évidemment que les Serbes, dans cette guerre, ont été extrêmement cruels. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a commencé de traiter sur le mode mémoriel ou sur le mode artistique ces événements, tout le monde l'a fait, pratiquement tout le monde l'a fait, sur une tonalité burlesque ou grotesque, comme Underground de Kusturica, La vie est belle, Baril de poudre, le film le plus féroce de tous. Je vous invite à le voir si vous avez le ventre vraiment bien accroché et si vous avez un très gros sens de l'humour. C'est Joli village, jolie flamme. Quelqu'un a-t-il vu ce film? Personne. C'est quelque chose. Hein. Bon, alors c'est une histoire de voisinage, des copains qui faisaient du foot, qui bricolaient des bagnoles juste avant, et puis qui se retrouvent à essayer de s'entretuer à la fourchette quelques mois plus tard. Enfin, je ne donne pas le détail. Et en plus, c'est basé, comme d'ailleurs le mien, sur une histoire vraie. Les histoires vraies que j'avais recueillies là-bas étaient tellement extravagantes, tellement féroces, que lorsque j'en ai traduit, parce qu'il y avait un très bon reporter de guerre que je connaissais, qui publiait des récits de guerre, vécus, absolument inouïs. Vous pouviez y aller avec Malaparte, avec Hemingway, on n'arrivait pas à la cheville. Par exemple, raconter comment, lors du siège de Sarajevo, les Serbes avaient voulu détruire un collecteur, une centrale de distribution électrique dans le quartier musulman qui se trouvait juste de l'autre côté de la ligne de démarcation. Comme ils n'avaient pas d'aviation, ils ne pouvaient pas voir, ils ne savaient pas comment voir où tombaient leurs obus. Ils tiraient en fait des mines de lance-mines. Alors l'un d'entre eux, dans leur état-major, s'est souvenu, il a eu une idée, il a dit, bon, si on leur téléphonait. Alors, ils ont pris l'annuaire de Sarajevo, ils ont regardé qui était dans cette rue où se trouvait cette centrale qu'ils voulaient détruire. Ils ont trouvé un Mehmet, puis ils ont téléphoné, ils ont dit, Mehmet, c'est toi? Oui, ici c'est Idriss. T'es pas en train de te faire canarder par les Serbes dans ta rue? Il dit, bah oui, mais nom d'un chien, il y a des obus qui tombent là dans toute la rue. Mais ils tombent où? Il dit, mais là, à 50 mètres de chez moi. Attends, on va régler ça. Attends, on va les canarder, tu vas voir. Ils vont se carapater tout de suite. Alors évidemment, bon, ça tombe à 50 mètres de chez lui, lui il est là. Bon, alors là, on raccourcit un peu. Rappel. Idriss, qu'est-ce qui se passe? Ça se rapproche, vous êtes des cons. Il dit encore mieux. Alors, troisième coup de fil. Idriss, qu'est-ce qu'il en est? J'ai plus de jus. Ils avaient détruit la centrale. C'est une histoire vraie. Vous ne pouvez pas raconter ça. Pas possible. Donc, le cinéma avait repris cette tendance au grotesque, à l'humour le plus noir, en le démultipliant. Et moi, j'aime pas ça. Je pense que l'humour, enfin cette espèce de grand rire, ce grand ricanement, qui est un peu le propre du cinéma yougoslave, déjà d'avant cette guerre, parce qu'il était très cynique, très libre aussi de ton, le cinéma yougoslave, beaucoup plus libre que celui de tous les pays de l'Est, et même beaucoup plus libre que le cinéma occidental. Ce ton-là n'est pas un ton qui permet une quelconque identification du problème, et une quelconque catharsis, une quelconque pacification. C'est uniquement une manière de se passer les nerfs, un peu comme les bagarres dans les stades de foot. Et ça, je ne voulais pas le faire. Puis vous avez cette phrase évocatrice, mais savait-il ce jeune homme mûri dans la guerre, tout ce que son prisonnier de 10 ans, son aîné, avait perdu. Alors on en revient à cette nostalgie qui est précédemment. C'est une idée qui semble vous habiter. Je vous l'ai dit, c'était un pays qui n'était pas simplement l'addition d'une peuplade avec une autre, une troisième peuplade, mais c'était un pays qui avait son identité propre. C'était un pays où, par rapport à tout l'entourage, y compris l'entourage occidental, l'Italie ou l'Autriche, jusque dans les années 70, il y a eu une période où on a très très bien vécu. On y vivait avec un niveau de vie qui était presque comparable à celui de l'Occident, à un moment donné, parce que Tito était très fort pour piquer des crédits partout.
Et puis on avait comment dirais-je, une latitude d'action absolument inconcevable où que ce soit. Il suffisait de ne pas parler politique. Tout ce que vous vouliez, vous pouviez avoir votre petite entreprise, vous pouvez sortir du pays, rentrer dans le pays, envoyer de l'argent, vous pouviez vous marier, vous divorcer, vous pouviez migrer, vous pouviez... À la même époque, dans les pays voisins, Roumanie, Bulgarie ou autres, vous alliez de ville en ville avec un passeport intérieur. Et vous n'aviez pratiquement rien à manger. La Yougoslavie était un pays de cocaïne. Donc, moi, je n'ai pas la nostalgie de ça, parce que, manifestement, c'est construit sur du sable. Mais les gens qui l'ont vécu, c'est un peu comme dans Goodbye Lenin, ils ne peuvent pas ne pas l'avoir. Moi, j'ai quitté ce pays tout petit, à l'âge de 6 ans, et depuis que je l'ai quitté, je savais, même moi enfant, même nous enfants, nous voyions que ce pays était sur la pente descendante, que ça allait chaque année plus mal, aussi bien du point de vue économique que du point de vue des relations sociales, des relations interethniques, etc. Ce qui peut-être peut inspirer la nostalgie, mais pas chez tout le monde, chez ceux qui avaient vraiment été yougoslaves, c'était le fait qu'on était soulagé d'un problème qui aujourd'hui est omniprésent et qui est, à mon avis, un fardeau très lourd sur l'esprit des gens, c'est la question de l'identité locale. Bien, vous êtes le produit d'un mélange, et tout d'un coup, vous devez, maintenant il faut trancher. Si vous restez en Serbie, vous n'allez pas commencer à dire, si vous êtes en Croatie, vous n'allez pas... Donc, à un moment donné, vous devez tout le temps réfléchir sur quel est l'aspect de votre personnalité, de votre éducation, de votre culture qui est prédominant pour vous intégrer dans la société qui vous entoure. Alors qu'en Yougoslavie, on n'y pensait pas. Mais certains y pensaient. Je sais, on avait des problèmes depuis toujours avec certaines des républiques ou des régions qui croyaient moins à l'entité yougoslave que d'autres, ou qui avaient moins besoin d'y croire. Mais les autres, une majorité de citoyens de ce pays, eux, ils y croyaient. Et d'ailleurs, de nouveau, on aurait pu complètement éviter la guerre civile, on aurait pu éviter le premier mort, si on avait simplement, à l'époque, au lieu d'arbitrer, comme l'a fait la commission Badinter, nommée par l'Union européenne, la communauté européenne à l'époque, en disant les sécessionnistes ont parfaitement le droit de voter leur sécession, si on avait simplement, mais ce qu'on ne pouvait pas faire parce que l'Allemagne, qui travaillait beaucoup en coulisses, était prédominante, si on avait simplement rappelé à tout le monde que la Yougoslavie avait une constitution, que cette constitution disait que si quelqu'un voulait quitter cette fédération, il pouvait faire son référendum, mais le référendum devait se faire sur l'ensemble du pays. Il fallait que tout le monde soit d'accord pour qu'une des entités quitte la Yougoslavie. Vous votez là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça me fait rebondir sur une question. Vous citez l'Allemagne, le Vatican, les États-Unis, inscrits comme autant d'ennemis de la Serbie. Est-ce que vous diriez, comme Jacques Topol, l'auteur du livre L'Atelier du Diable, que dans l'Union européenne, il n'y a pas de place pour les fausses communes pleines de cadavres, que cette mondialisation devra passer par l'amnésie de l'histoire? En d'autres termes, avant d'avoir droit à l'euro, puis à sa pseudo-cour des miracles, il faudra passer par une perte d'idéal et de mémoire sur l'autel de la mondialisation. J'avais écrit, étant étudiant, une pensée qui m'a été beaucoup reprochée. J'avais écrit « Le devoir de mémoire existe, c'est un devoir d'oubli ». Comme je vous l'ai dit au début, jamais dans ma famille, je n'ai entendu parler de ces événements. Jamais personne n'a dit « Nous ne pouvons pas nous asseoir à table avec ces gens parce que leur grand-père... » Et je vais vous en raconter une bien meilleure. J'ai été originellement baptisé catholique. Je me suis fait orthodoxe à l'âge adulte. J'étais baptisé catholique parce que ma famille, côté paternel, était serbo-croate, mais de lignée catholique. Et puis, ces gens étaient agnostiques, dans le socialisme, tout ça, ils ne pratiquaient pas. Plus tard, j'ai compris pour quelle raison, parce qu'on ne m'avait pas dit tout de suite ce qui s'était passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, par tradition, on baptise l'enfant. Mon parrain de baptême catholique était un avocat de ma ville natale, qui est mort d'alcoolisme, plus tard. Pourquoi? Parce que son propre père avait été le chef de la police croate
qui a assassiné 7000 Serbes dans ma ville natale. Cet homme n'était pas responsable des actes de son père. Il n'a jamais pu vivre à cause des actes de son père. Le seul regret que j'ai eu en quittant l'Église catholique et en devenant orthodoxe comme mes ancêtres, c'était de ne plus l'avoir coupable. Lors d'une de nos récentes conversations, on m'a parlé d'une chose qui m'a beaucoup frappé. L'histoire de la Chine, dans l'Iliade. Oui. Le fameux « on a gagné », l'après. Ah bah oui. Et finalement, votre livre le décrit parfaitement. On a l'impression que toute cette tragédie, c'est un immense gâchis. Oui. C'est un avis que vous partagez? Un dicton de l'Antiquité dit pendant que les vainqueurs festoient, les perdants, les vaincus préparent leur revanche. Dès que quelqu'un crie victoire, ça veut dire que la guerre n'est pas finie. Ça veut dire qu'elle va recommencer. Il n'y a pas, quelle que soit la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Je veux dire, il y a un moment où il ne faut pas faire de l'irénisme, de l'angélisme. L'humanité adore se faire la guerre. Je le dis d'ailleurs dans le livre quelque part. Cette pulsion, chez nous, chrétiens, occidentaux, elle est, comme nous sommes très hypocrites en général, sur tout ce qui est important, nous sommes très hypocrites sur le sexe, sur la violence, sur la cupidité, sur tout ça, on fait les anges. Tandis que les orientaux sont beaucoup plus lucides là-dessus. Et par exemple, les Indiens, qui ont un panthéon énorme de dieux qui correspondent à toutes sortes de fonctions et de symboles dans l'existence humaine, ils ont une déesse qui s'appelle Kali. Ils vénèrent la déesse Kali, et la déesse Kali, c'est la déesse de la destruction. Un jour, on m'a emmené au temple de Kali, de Calcutta, qui est très célèbre. Dans la cour, on égorgeait des chèvres. C'était tout le temps des dizaines de chèvres qui ont tranché la gorge et puis qui saignaient là. Et puis, dans le temple, on sonnait les cloches tout le temps et on faisait défiler la masse des fidèles, moi y compris, devant une statue de Kali dans laquelle on devait jeter quelques fleurs et s'incliner en signe de vénération, etc. Et tout ça se passait dans un climat, en gros, hein, je ne veux pas faire des images qui, je ne veux pas qu'on interprète ça comme une perversion de l'esprit, mais c'est comme si, par exemple, on avait chez nous institué le culte de Gengis Khan ou de Torquemada, ou un culte, je n'allais pas nommer l'innommable, mais un culte de Napoléon, un culte de je ne sais pas, quelqu'un qui a beaucoup exterminé, et qu'on lui jette des fleurs en disant « continue ». Parce que nous savons que tu es là pour ça. Nous savons que nous avons besoin de toi, comme l'organisme a besoin de saigner pour pouvoir, comment dirais-je, renouveler son sang. Les hommes, moi j'en fais pas partie. J'ai eu quelques démêlés avec l'armée suisse à cause de ça. Je suis contre la guerre, je suis contre l'usage des armes, je suis absolument contre ça. Je suis bien obligé de constater que les hommes adorent faire ça. Ils adorent. Et si vous croyez qu'on n'aura pas assez de candidats pour la ceinture d'explosifs, vous vous trompez, même ça ils adorent. Ils n'aiment rien autant que ça. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter ce processus, cette confrontation, comme on ne peut pas éviter le sport. Mais il faut, si on veut atténuer ces conséquences, et je le dis maintenant, c'est opportun parce que nous sommes dans le centenaire de la Première Guerre mondiale, il se trouve que j'ai chez moi la collection complète des illustrations qui était le principal illustré français de l'époque. J'ai la collection en 1914 et 1919, c'est un format comme ça. Ça pèse au moins 80 kilos, toute cette collection. Et vous y voyez à chaque page dérouler des accusations épouvantables contre la partie adverse. Ils mangent des enfants, ils jouent avec leur tête, tout ça. Et en même temps, l'annonce que nos savants ont découvert un nouveau modèle d'obus à fragmentation qui va tuer 20% de Bosch en plus partout où ils tombent, enfin, des choses comme ça. Et que personne, dans cette machinerie immense qu'a été la boucherie de la Première Guerre mondiale, moi j'appelle pas ça une boucherie, j'appelle ça un mécanisme. C'est un mécanisme d'horloge. Que personne au milieu de ce mécanisme ne se soit dit, mais attends, stop, de l'autre côté, ils les inventent aussi, les obus
qui font plus mal. De l'autre côté, ils augmentent aussi le calibre des canons. De l'autre côté, ils sont aussi en train de lever les vieillards de 58 ans et les jeunes de 16. À quoi bon? Personne ne s'est posé la question à cette époque-là. Et si on ne se pose pas cette question, ça veut dire que si par hasard le calibre des Boches est plus gros que celui des Français, ou que quelqu'un trouve l'arme qui écrase les adversaires, ben il va festoyer. Et au lendemain, le perdant va préparer sa revanche. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Ça, c'est un autre débat. Oh, C'est une, je ne vous fais pas dire. je fais partie de cette fameuse thèse qui voudrait entendre, et que j'ai entendu que la Première Guerre mondiale a été une excuse pour tordre la guerre au communisme, de manière concrète. En tout cas, on n'est pas réussi. Bref, ça c'est un autre débat. On vous écoute lire un quatrième et dernier extrait de votre livre. Nous sommes vers la fin. Je regardais par la fenêtre. Il y avait longtemps que la nuit était tombée. J'étais dans le cabinet de Vera depuis le milieu de l'après-midi. Elle avait interrompu son histoire 3 ou 4 fois pour des consultations ou pour donner quelques ordres. La fumée faisait tapis sous le plafond. La théière, pourtant ravitaillée à mesure, était de nouveau vide. L'assiette posée sur la table devant moi me rappela que j'avais même reçu une collation alors qu'on roulait avec Vesco quelque part dans les rocailles de la Kraïna. Je m'en étais à peine aperçu. C'était son brusque changement de sujet qui m'avait tiré de ma torpeur. Ah, les théologiens, il faut les avoir lus. Les pères surtout. Ceux d'aujourd'hui raisonnent comme des philosophes. Les anciens psalmodiers. Ils savaient que notre intelligence ne se limite pas au cerveau, mais qu'elle utilise tout le corps. Ils connaissaient Dieu parce qu'ils connaissaient l'homme. Pourquoi me parlez-vous de ça, Vera? Parce qu'on ne sait même plus les noms des démons dont cet énergumène était habité. Il était si sombre qu'il engloutissait toute la lumière ambiante sans retour. Même les machines déraillaient sous lui. Il en tenait le monde entier pour coupable, tout le monde sauf lui-même. Elle s'interrompit quelques instants, pensive. En un sens, c'est vrai, il était innocent de tout. Seul celui qui sait est justiciable. Quel rapport avec les théologiens? Elle me dévisagea, soudain étonnée. Que croyez-vous que soit le baptême? Un usage familial? Une occasion de ripaille? Non, jeune homme. Le baptême, c'est une infusion de savoir, instantanée et totale. Par le baptême, vous savez tout ce qui est arrivé et qui arrivera, et si c'est bien, ou si c'est mal. Voyant mon visage se tirer en une moue ironique, elle baissa soudain le ton. Libre à vous ensuite de l'oublier ou d'en rire. Tout cela pour dire que cet homme, ce bloc de colère, n'avait sans doute pas été baptisé et ne pouvait même pas se voir dans un miroir. C'est vrai qu'il était innocent dans sa tête, mais ses actes, eux, étaient comme un aimant pour la malchance. À propos, que leur est-il arrivé en Hongrie? Il ne leur était pas arrivé grand-chose en réalité. C'est pourtant là que le malheureux avait songé pour la première fois à assassiner son père. Il avait été immensément rassuré pendant quelques minutes de ne plus se trouver à la portée des Croates. Il avait même engagé la conversation avec le vieux. Pour la première fois de sa vie, il avait voulu savoir pourquoi il vivait en ermite et ne semblait aimer que ses abeilles. Le visage de Nicolas s'était éclairé, selon les propres dires de son fils, et il lui avait parlé de bonne grâce. Vesco n'avait pas tout compris, mais la sauvagerie de son père lui avait soudain paru s'appuyer sur 1000 leçons de vie valables, encore qu'étranges. Son père avait fui la société des hommes à cause de leur inconsistance et de leur malice. Pour Vesco, les tares humaines ne faisaient pas partie des désagréments justifiant qu'on déserte les villes. Il y a davantage d'intelligence dans un essaim d'abeilles que dans n'importe quelle assemblée humaine, lui disait son père. Bien mieux, l'essaim est une personne,
dont chaque abeille est une cellule. Nous nous croyons la seule espèce dotée d'esprit, parce que nous pouvons voir les contours de l'individu humain. L'intelligence du monde nous échappe, parce que nous sommes trop petits pour voir ces contours. Comment veux-tu qu'une bactérie dans ton ventre comprenne qu'elle a l'honneur d'être hébergée par un docteur en sciences économiques? Se moquait-il de lui? La question le turlupinait depuis toujours lorsqu'il parlait avec son père. Du coup, il avait fini par lui parler le moins possible. À Szeged, ils avaient retrouvé sa voiture telle qu'il l'avait laissée. Le temps lui avait paru si long, ça fait 3 jours, qu'il avait imaginé, rongé de rouille, les pneus fondus dans le goudron. Il comprit aussitôt qu'un nouveau problème allait se poser. Son véhicule était beaucoup moins spacieux et solide que celui qu'on lui avait prêté. Malgré les offrandes laissées en chemin, la cargaison parfumée était encore bien trop lourde. Comme il l'avait prévu, le vieil homme refusa d'abandonner le moindre bidon et ne voulut même pas entendre parler de vente. Ils finirent par embarquer le tout, arrimant le capot avec un morceau de câble et coinçant un bidon entre 2 sièges. Son automobile, déjà usée, démarra à grand-peine. Ce qui devait arriver arrive. À quelques kilomètres de la frontière serbe, ils roulèrent sur un nid de poule et une roue arrière s'arracha. Le véhicule se mit à louvoyer sur le goudron en larguant des gerbes d'étincelles. Lorsqu'il s'arrêta, la peur et la colère avaient transformé le système sanguin de Vesco en un chauffage à vapeur. Seul celui qui sait est justiciable, écrivez-vous. C'est une phrase qui me semble lourde de sens, qui est centrale dans votre livre. Est-ce que les hommes ont compris ce qu'ils ont fait dans les Malcolm? Oh, personne ne comprend ce qu'il fait. Vous savez, Saint Augustin, qui est en quelque sorte le principal théologien de la tradition occidentale. Je fais une petite parenthèse. C'est une des grandes différences entre la mentalité du christianisme d'Occident et la mentalité du christianisme d'Orient. C'est que des pères de l'Église, l'Occident, l'Église catholique, n'a pratiquement retenu que l'œuvre de Saint Augustin, qui est très personnelle et très subjective. Tandis que les orientaux considèrent certes Augustin comme un bienheureux, attention, c'est pas saint, bienheureux Augustin, mais n'ont pas retenu Augustin comme un modèle. Mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est un des premiers autobiographes. C'est un personnage extrêmement, comment dirais-je, vivant, aujourd'hui encore, lorsqu'on lit ses confessions. Et puis, il explique à un moment donné, dans ses confessions, qu'il avait retardé son baptême, alors qu'il était très chrétien, croyant, le plus tard possible. Comme ça, tout ce qu'il avait fait avant serait balayé. Donc, on ne sait pas exactement toujours la portée de ce qu'on a fait, et on ne sait pas toujours évaluer moralement ce qu'on a fait. C'est toute la question, si vous voulez, dans le XXe siècle, cette question est cruciale. C'est Eichmann à Jérusalem, d'Hannah Arendt. D'un côté, du point de vue de l'histoire, écrite évidemment par les vainqueurs, Eichmann est un monstre qui a envoyé des centaines de milliers de personnes à la mort. Mais de son point de vue à lui, il avait juste exécuté les ordres qu'on lui donnait. S'il n'avait pas expédié ces gens dans les trains au camp où on devait les expédier, il n'aurait pas été un bon fonctionnaire et il aurait peut-être été licencié. Il aurait eu un blâme. C'est sa ligne de défense. C'était sa ligne de défense. Donc, je veux dire, à partir du moment où les obligations liées à votre fonction sociale l'emportent sur votre conscience, vous êtes un Eichmann. Je racontais tout à l'heure, à midi, à André Pignat et à l'équipe d'Interface, l'anecdote d'un auteur que j'ai publié, qui est un auteur américain, Karl Hess, qui est un grand modèle, un grand gourou de l'anarchisme américain. Et Karl Hess qui a basculé dans l'anarchisme et dans une vie marginale d'un seul coup, en un seul jour. Comment? Il était
journaliste, conseiller en communication des hommes politiques à Washington. Il vivait très très bien. Puis un jour, il a eu la visite il était juif par ailleurs. Il a eu la visite d'un percepteur qui lui a dit: Monsieur S, vous avez triché avec les impôts. Et là, chez les Américains, le percepteur, il vient à votre porte. Et S reprend son papier et dit: écoutez, je n'ai pas triché avec les impôts, je n'ai pas su remplir le questionnaire. Mais si vous regardez bien, j'ai mal classé mes revenus, mais ils y sont tous. Alors, je veux bien que selon la lettre de la loi, j'ai peut-être été en faute, mais dans l'esprit, vous voyez bien que je suis honnête. Et le percepteur lui dit: moi, je ne connais de la loi que la lettre. L'esprit, vous le carrez où je pense. Et à ce moment-là, c'est Carles qui a carré dans le derrière du percepteur un grand coup de pied, en lui disant: vous parlez comme Eichmann, je ne veux pas d'Eichmann dans ma maison, vous n'aurez jamais $1 de ma part. Il n'a plus jamais payé $1 d'impôt. Comment? Parce qu'il est devenu soudeur et qu'il se faisait payer en nature. Il a vécu dans une ferme. Il allait travailler dans la maison des gens, soudure, travaux, maçonnerie, et on le payait avec des contre-prestations ou en nature. Il a écrit des livres, il a donné des conférences, il a été très influent sur le plan de la pensée anarchiste, mais il n'a plus jamais payé $1 à un système qu'il estimait fonctionner exactement comme le nazisme sous Eichmann. Il faut se méfier de sa fonction. S'identifier avec sa fonction, ça veut dire: si vous êtes dans l'Union soviétique, vous allez faire ce que veut le système de l'Union soviétique. Si vous êtes en Allemagne nazie, vous allez faire ce que veut le système. Et surtout, vous allez vous dispenser de tout retour de conscience sur ce que vous êtes en train de faire. Raison pour laquelle, et c'est pas aujourd'hui, ça date pas de nos jours, le modèle essentiel, mis à part le Christ, à mon avis, dans l'histoire humaine, nous le tenons d'une pièce de Sophocle, Antigone. Sophocle décrit une femme qui préfère mourir que de laisser le cadavre de son frère se faire manger par les oiseaux. Et elle veut lui donner une sépulture digne. Et Créon, qui pour des raisons liées à la raison d'État, pour de bonnes raisons, liées à la stabilité même de la République, dit: non, je ne vais pas lui accorder cet honneur. Eh bien, Créon est l'incarnation de cette non-conscience. Et ce que dit Sophocle de Antigone est très intéressant. Comment il l'a peint? Il l'a peint avec 2 adjectifs. Il dit qu'elle était autonomos et autognotos. Elle était autonome, indépendante, et autoconsciente. Je le regrette de vous dire, mes amis, qu'on n'apprend pas un seul article de morale au catéchisme, à l'école, ou où que ce soit. Il nous est infusé avec la naissance. Nous savons tous parfaitement qu'il faut honorer ses pères et mères, qu'il ne faut pas tuer autrui, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. Tout le monde, de tous les temps, partout. Des rappels sont utiles, mais c'est une constante de l'espèce humaine. Lorsque vous perdez les lois de cette constante qui sont à l'intérieur de vous, et que vous écoutez les sirènes du moment, vous devenez une fonction. Cette fonction est capable de n'importe quoi. Enfin, Slobodan Nespot, quand j'ai entendu à votre sujet un commentaire qui m'a fait sourire, qui disait: Slobodan, il savait qu'il savait faire des livres, par contre, on ne savait pas qu'il savait les écrire. Je ne sais pas non plus. Alors dites-nous, Slobodan, c'est pour quand le prochain ouvrage? Eh bien, ce sera pour quand il sera fait.